bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, ça y est, on y est presque dans un peu plus de 15 jours, direction La Croisette pour 12 jours de projection, de réveil à 6h45 pour choper la billetterie à J+2, pour des sorties de séance à 1h30 du matin, à peine le temps de bouffer avant d'aller se coucher, un reste de pisse saladière froide vite avalé, et avant d'aller grappiller 4 heures de sommeil d'affilée, sans oublier de répondre 128 fois sur les réseaux sociaux et aux copains. Non, désolé, on fait pas du tout la fête, on a juste pas le temps, avec 4 ou 5 projections par jour, plus un épisode d'1 heure à enregistrer quotidiennement. Merci, bref, Cannes, c'est le retour du syndrome de stress pré-traumatique chaque année à la même époque. Une moyenne de 4,3 mois d'espérance de vie perdue en perspective, sans oublier ce corollaire important, 15 jours avant, soit cette semaine, il n'y a plus rien en salle. Plus rien, désert, walou, du vent. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, c'est pas nous qui ne voulons pas, c'est juste que cette semaine, c'est la traditionnelle cata après Cannes, et comme chaque année, c'est distribué sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis. Salut. Bonjour. Cata précane, ça faisait presque un seul mot. La cata précane, c'est un nom un peu scientifique pour parler de... Comme la chanson de la compagnie créole. C'est cata précane, c'est cata précane. Oui, moi j'étais plus là-dessus, effectivement. J'étais pas sur un truc d'ingénierie scientifique. Mon Dieu. Moi j'ai un peu hâte de Cannes. Vous vous sentez, pas vous mentir. Vous vous sentez prêt? Genre physiquement et psychologiquement? Alors physiquement, non. Mais en vrai, il y a des films qui font envie. Et en vrai, il y a une énergie là-bas qui fait que les 4 heures de... Non mais... Pendant quelques jours, en tout cas, on sent pas trop la fatigue. Pendant les 3-4 premiers jours. Ensuite, ça tire un peu. Ça, c'est marrant. Moi, c'est pas du tout le festival de Cannes qui me fait peur, c'est la semaine d'après. Quand tu sors de Cannes et que le corps se dit ça y est, c'est fini là. À partir de 6 ou 7 jours, quand tu tiens plus droit, quand la première demi-heure de projection est toujours une lutte contre le sommeil. Ah bah de toute façon, c'est un moment où Simon tourne à 6 Red Bull par jour à peu près, et où vous prenez 48 cafés en intraveineuse et puis on se démerde. Hein. Après, il y a un secret, c'est de ne pas faire les films de 22h, mais ça, vous respectez jamais cette règle-là chaque année et vous le prenez dans la gueule au bout de 3 jours. Et en plus, parce que Nico regarde pas ce qu'il y a, parce qu'il préfère être surpris. Nico, j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer qu'il n'y a quasiment aucun film en moins de 2h15 en compétition cette année. Ouais. Ils font tous plus de 2h15, voire même 3h. Oh, ça faisait longtemps, pardon. Moi c'est toujours pareil en fait. Cannes, si tu veux, c'est un petit peu comme avant une réunion de famille ou avant une partie fine. Je me dis, est-ce que c'est bien la peine d'y aller? J'ai pas envie, je vais choper des maladies. Et une fois que j'y suis, ça va. Et Alexis, par exemple, il faut suivre l'exemple d'Alexis qui revient après 15 jours de repos intelligemment placé dans son agenda. Qu'est-ce que vous avez fait de Sophie d'ailleurs? J'aimerais dire qu'elle se repose. Ce que j'allais dire, c'est pas le cas. Elle a une semaine d'enfer, donc malheureusement elle peut pas être avec nous. Ce qui, pour le coup, n'est peut-être pas judicieux avant Cannes, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais on l'embrasse. On l'embrasse, bien Évidemment. sûr. Voilà, et c'est qui, du coup, les 4 gros teuteux qui vont arriver épuisés le 12 mai? C'est nous. Totalement nous. C'est totalement nous. Cette semaine, Claude François presents Peter Pan. Ou c'est pas non plus un film qui est totalement snobé, comme c'est le cas de Magic Mike dont j'ai parlé avec Anaïs. Là, c'est globalement un film qui est bien noté sur IMDb, sur Allociné, sur Sens Critique et sur Letterboxd. La différence, c'est qu'à l'époque, les critiques ont été très dures, et qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout considéré, qu'on parle de Spielberg, on le cite jamais, et que toi et moi, on pense même que c'est peut-être un grand film. Mais c'est carrément un grand film en fait, Voilà. c'est même pas genre, c'est juste que les gens sont nuls. Et oui, pour nos petites Josiane chéries, le mal-aimé, c'est Hook, Arthur. Ouais, j'ai voulu troller en fait au départ. Je me suis dit, il y a peut-être un Spielberg qui est pas apprécié. Bon, il se trouve que dans la saga de l'été, Alexis vous en parlera d'un, mais d'un que j'aime pas trop. Moi, il y en a un autre que j'aime énormément, qui est pas détesté, mais qui est pas considéré comme le chef-d'œuvre de Spielberg. Je pense qu'on peut le dire. Il clive. Disons qu'il a été détesté à sa sortie. Et aujourd'hui, mais il est aimé par les gens des années 90 qu'on grandit avec comme moi. Globalement, je suis pas sûr que Nicolas aime beaucoup ce film, par exemple. Bof. Moi, je l'ai vu en salle à 6 ans, j'en suis fou. Bah bien sûr, et du coup, j'ai voulu faire un épisode dessus avec quelqu'un qui l'adore autant que moi, donc pas Alexis, mais Sophie. Et donc, c'est un mal-aimé qui doit durer, je sais pas, dans les 40-45 minutes, où on revient un peu sur la genèse du projet, pourquoi c'est un projet compliqué dans la carrière de Spielberg, néanmoins important, et pourquoi il est, contrairement à ce que beaucoup disent, très Spielbergien. Ça se dit, Alexis ? Tout à fait. Et bien du coup, on va passer au programme de la semaine. Et au programme cette semaine,
c'est vraiment pas bien glorieux. Chut, 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 on ne parle pas trop d'homosexualité en Tunisie. Chut, 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 on se tait sur les secrets honteux du colonialisme britannique. Chut, 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 on arrête avec le validisme chez les sportifs, mais on commence par chut, mais faites le taire avec ces petits cris de testicules écrasés. Et oui, nous y sommes, impossible d'y couper. Le biopic problématique du non moins problématique Michael Jackson. Il est sur les écrans, c'était une entreprise foireuse dès le départ, comme nous vous en avions parlé dans nos épisodes actu, et le résultat, sans surprise, est tout aussi foireux. J'aime ma famille, mais j'ai envie de tracer ma propre route. J'ai toutes ces idées dans ma tête. Il faut que ça sorte. Alors lance-toi, Michael. T'es plus un gamin. Michael d'Antoine Fuqua, avec, comme les dragées d'ailleurs, avec, pardon, c'est pas terrible ça, avec Jafar Jackson, le neveu, Coleman Domingo, il paraît qu'il est hétérosexuel, et Nia Long, c'est une blague, mon guédard est complètement pourri, et on m'a dit Coleman Domingo est homosexuel, j'ai fait what? Bref, vous êtes deux à nous l'avoir épargné en fait, vous vous êtes sacrifiés, vous avez fait un peu vos Jeanne d'Arc de la critique ciné. Rien en fait. Ouais, alors merci. En vrai, on va dégonfler un peu nos chevilles, c'est pas tant qu'on vous l'a épargné, c'est surtout qu'on a eu la possibilité de le voir en projection de presse, c'est-à-dire de ne pas payer notre place pour voir le film, parce que je pense que sinon ça aurait été compliqué de le mettre au programme, on va pas se mentir. En vrai, c'est une grosse sortie, donc il aurait fallu en parler, mais ça nous aurait fait chier. Voilà, pour le dire, je me permets, je commence, mais brièvement, j'entends beaucoup de gens dire c'est pas beaucoup mieux que Bohemian Rhapsody, mais un peu mieux quand même. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que Bohemian Rhapsody est un meilleur film, c'est dire ce que je pense de Michael, parce que Bohemian Rhapsody, avec tout le tissu de mensonges qui caractérise ce film et qui le rend proprement scandaleux et repoussant, il y a quand même un début, un milieu, une fin, et puis surtout on passe quand même un petit peu de temps à regarder la création de la musique. Ça reste superficiel, mais on est un peu dans les coulisses de création de Queen. On voit les effets qu'ils ont utilisés en studio, les bricolages qu'ils ont expérimentés pour produire un son qui n'existait pas à l'époque. On voit tout ça. Là, on est quand même avec Michael Jackson. Alors, quitte à faire un biopic qui passe complètement sous le tapis les accusations de pédocriminalité, ce qui est évidemment un énorme problème, mais quitte à faire ça, au moins concentrons-nous sur ce qui est intéressant, à savoir précisément la musique, les gens avec qui il a collaboré en studio, la création de l'album Thriller, parce que la majorité du film, on peut le dire, se déroule au moment où Michael Jackson travaille sur l'ébauche de ce qui deviendra Thriller. Et il y a une scène qui est absolument mais symptomatique de ce qui déraille avec le film, et j'en terminerai là pour ce premier tour de table. À un moment, Michael Jackson va rencontrer des danseurs de rue avec qui il commence à répéter une chorégraphie qui est la chorégraphie du clip Beat It. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est quand même curieux, on en est déjà à l'étape de la chorégraphie, puis on l'a pas vu travailler sur le morceau une seule seconde en studio. C'est un peu étrange. Peut-être que le morceau a été écrit dans un second temps. Et puis, une fois la première répétition terminée, il fait « Ok, maintenant en musique », il appuie sur un magnétophone et il y a Beat It qui se lance. Et il fait « Ah oui, donc vous avez carrément pas filmé la création du morceau. Donc on verra pas Greg Philin Gaines, Eddie Van Halen et compagnie. Tout ça, on s'en fout. » Il dit « Mais à quoi sert ce biopic si c'est pas à me montrer la création des œuvres de Michael Jackson ?» Et en fait, c'est Mediapart qui l'a très bien résumé, il n'a qu'une seule et unique volonté, ce film, c'est, je les cite directement, reboulonner une statue qui a été mise à terre. Et relancer la machine à cash. Et relancer la machine à cash. Sauf que, à mon sens, ils n'arrivent même pas à le faire avec le degré minimum d'artisanat, quoi. C'est navrant. Arthur. Je rejoins à 100% Alexis. Moi, j'y attendais pas grand-chose et quand même déçu, c'est de dire... Il y a un truc intéressant néanmoins à noter, c'est que j'ai beaucoup écouté d'avis sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup lu aussi. Pas Croquette. Et en fait... David Croquette, pardon. Ouais, vache. Oh la vache, je sais Ken c'est dans 2 semaines, mais alors là... non, mais j'ai vraiment essayé de comprendre. Et donc, il y a les gens qui, comme Alexis et moi, sont sensibles à l'absence de cette question des 2 accusations... de son vivant en tout cas, d'agression, de pédocriminalité de Michael Jackson, soit, mais il y a aussi les fans hardcore. Et guess what, les fans hardcore aussi, ils aiment pas le film. Alors ça, c'est quand même très surprenant, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et en fait, les fans reprochent la même chose que ce qu'a fait Alexis, c'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de faire un film qui évite l'un, mais pour aborder l'autre, ils font un film qui n'intéressera au final personne. Alors attention, il y aura forcément des gens pour l'encenser, il y aura forcément des gens pour lui sucer la moelle, il y aura forcément des gens qui vont l'apprécier, mais c'est un film qui ne réussit même pas son entreprise première. Il faut quand même rappeler qu'au tout départ, quand Fuqua est annoncé à la réalisation, pas de blague, Nicolas, pas de blague. Fuqua est vraiment son nom de famille. Alors peut-être que je ne prononce pas à l'américaine, si tu veux, je peux essayer. Fuqua. Fuqua ?
Je ne sais pas, parce que Bref, c'est clairement pas un patronyme anglophone. Il est annoncé que le film devrait être pas forcément produit par les Jackson, sauf qu'à un moment les Jackson se sont mêlés à l'entreprise. Et là, et ce qu'il se dit, alors est-ce que c'est vrai ou pas, quand on en a parlé avec Alexis, moi j'ai du mal à y croire. Il semblerait qu'au départ, il était question que les accusations soient abordées frontalement, que le film s'ouvre sur un plan de Michael face à un miroir où il y a les gyrophares de police qui viennent l'arrêter, et apparemment les Jackson sont arrivés en disant il y a eu un accord avec le premier gosse qui est Kyle Chandler si je me trompe pas, où il ne doit pas être mentionné dans un film ou une œuvre de fiction qui parle de la vie de Michael Jackson. Bon, ça m'étonnerait qu'on découvre cette petite mention qu'une fois que le film est déjà tourné, mais bref, ils ont donc dû retourner une fin pour une séquence qui dure même pas 10 minutes, Alexis, qui est une séquence de concert à la Bohemian Rhapsody, qui a dû coûter vraiment que dalle, parce que pour le coup, c'est vraiment juste lui sur scène qui fait, je sais même plus quelle chanson c'est. Et il chante Bad, je crois. Ouais, c'est le concert à Wembley. Ça dure 10 minutes. Dans les années 80. Ça aurait soi-disant coûté 15 millions de reshoot. Je n'y crois pas une seconde. À mon avis, on essaie de nous mentir pour nous dire non, mais on voulait bien faire, hein, mais je vous assure qu'on peut pas. Et en fait, tu regardes le film et à plein d'endroits, mais je reviendrai dessus dans un deuxième temps, à plein d'endroits, le film te montre que non. Le film est clairement là pour te dire que Michael est innocent. Quand bien même on ne l'aborde pas, on met tellement d'indices pour une suite que clairement le film est évidemment dans ce sillon-là et je le trouve du coup absolument dégueulasse. Oui, pour citer l'article de Mediapart que je lisais juste avant de l'enregistrement, qui est très intéressant, le film devait s'ouvrir effectivement sur la scène de perquisition à Neverland. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est très intéressant, ce que dit l'article de Mediapart, donc grâce à la dévotion d'Alexis et Arthur, nous ne sommes pas allés voir le film avec Simon, mais c'est quand même très intéressant de voir que le film qui va quand même chercher un antagoniste en la personne de Joe Jackson, le père de Michael, dont la trajectoire, dont le fil narratif du film est de dire comment sortir de cette famille toxique pour pouvoir lancer ma carrière et devenir une pop star individuelle en sortant de ce cocon familial venimeux et qui ne cesse de l'empoisonner. Et le film est littéralement complètement empoisonné encore par la famille Jackson, y compris par ce pauvre Jafar Jackson, à qui on oblige de jouer son propre oncle dans une tentative d'agiographie hyper nauséabonde. Enfin, je veux dire, ce film sent vraiment la merde à plein tube et à plein nez. Et en plus, ça prend des proportions d'autant plus délirantes que tu vois bien, notamment avec l'utilisation des musiques, parce que évidemment qu'il y a des musiques de Michael Jackson dans le film, mais ce qui est quand même assez sidérant, c'est qu'il y a un morceau en particulier qui est Wanna Be Starting Something, qui a un rythme de batterie électronique très célèbre et qui est utilisé, je pense, 4 fois. Beaucoup plus que ça. Ah ouais, pour moi, beaucoup plus que ça, parce qu'il y a des fois où c'est utilisé comme une petite virgule de 15 secondes à la fin d'une séquence, et en fait, je pense que c'est mon hypothèse personnelle, attention à prendre avec des pincettes, mais je pense que parmi tous les gens qui ont travaillé à l'élaboration des morceaux de Thriller et qui donc sont crédités comme co-compositeurs, je pense qu'il y en a qui veulent plus être associés à Michael Jackson. Du moins en dehors de la musique que les gens ont le droit de continuer d'écouter. Moi, je suis pas particulièrement pour la censure des œuvres de Jackson compte tenu du nombre de gens qui ont travaillé dessus. Mais il y a une différence entre un album diffusé sur une plateforme de streaming et une musique utilisée dans un projet qui vise objectivement à réhabiliter Jackson et à le présenter comme quelqu'un d'absolument irréprochable. Donc je pense qu'il y a eu ce problème-là. Et puis il y a quand même un autre souci, c'est que même au sein de la famille Jackson, ça coince fort. Janet Jackson apparemment a vu le film en projection anticipée et ne s'est pas cachée de dire qu'elle l'avait trouvé nul à chier, et donc elle a refusé d'accompagner le projet. Peut-être aussi parce que Janet Jackson a des petits problèmes avec l'héritage et la polémique qui entoure sa famille depuis des années. Elle est quand même plutôt en retrait aujourd'hui, Janet Jackson. Elle n'existe pas dans le film. Voilà, elle n'existe pas dans le film. C'est ouf quand même. Littéralement, elle n'existe pas. C'est-à-dire que c'est comme si elle n'avait jamais existé. Elle n'est même pas mentionnée. La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, a confié sur ses réseaux sociaux avoir lu une première version de script il y a un bon moment, avoir fait des retours en disant « Je suis pas du tout satisfaite du script, je trouve ça trop lisse, je trouve que c'est malhonnête, je suis pas à l'aise avec ça ». La famille Jackson ne l'a plus jamais recontacté. Et tout ça, ça filtre. Ça sort dans la presse. Donc, de toute façon, le film est auréolé d'une espèce d'odeur de soufre atroce. Et je pense, je sais pas quel est le score au box-office actuellement. Je pense qu'il va faire un bon démarrage, qu'il a fait un bon démarrage. Deuxième meilleur démarrage de 2026, 235 000 entrées. Oui, en France, 235 000 entrées sur la journée du mercredi. Voilà, je pense que le film va se rentabiliser. La question, c'est est-ce qu'il va se passer ce qui s'est passé avec Bohemian Rhapsody x10, parce que n'oublions pas que Bohemian Rhapsody, c'est un vrai succès populaire. Sauf qu'aujourd'hui, le film est quand même plus largement détesté qu'apprécié. Il y a eu un bad buzz progressif qui a fini par grignoter le succès initial du film. Et à mon avis, avec Michael, vu ce qui sort dans la presse, vu
quand même le traitement médiatique. C'est-à-dire qu'à peu près tous les journaux spécialisés en cinéma abordent la question de la pédocriminalité et de tous les arrangements que le film fait avec l'histoire. Je pense que c'est un film qui risque de leur revenir un peu dans la tronche. Moi, j'ai une question pour vous qui l'avez vu. Alors, on se doutait, et vous l'avez confirmé, qu'effectivement, non seulement le film n'aborde pas la question de la pédocriminalité, mais en plus, vise plutôt à essayer de blanchir Michael Jackson. Et sans mauvais jeu de mots. Si, avec un mauvais jeu de mots que j'assume tout à fait, parce que moi, il y a une question que je veux vous poser. Michael Jackson est, au sens étymologique du terme, un monstre. Un monstre, c'est une entité qui fait de la monstration, qui nous montre quelque chose du temps et de l'époque. Et je fais référence là-dedans à la manière dont Jackson s'est médiatisé, comment il s'est transformé, à jouer de son image, quitte à devenir un personnage, une créature, à bien des niveaux et bien des endroits. Est-ce que le film a un discours là-dessus ? Est-ce que c'est un sujet qu'il aborde ? Alors, c'est un des gros problèmes, et ça me permet de répondre aussi à la partie de Nico. En fait, le point de vue du film est vraiment de dire Michael Jackson est une victime de son père. Soit, on sait que c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'on sait que Joe Jackson était un tyran qui frappait ses enfants pour qu'il fasse sa Jackson 5. Très bien. Sauf qu'effectivement, à partir de là, le film va te montrer... Donc, on voit Colman Domingo fouetter son fils au moins 3 fois à l'écran, je pense. Peut-être même plus. Il est extrêmement violent, il est contrôlant. Et à côté de ça, on a Michael qui, donc pour reprendre ce que disait l'article de Mediapart, mais c'est abusé à quel point c'est peu subtil et mal écrit, dire face cam, je dois trouver ma propre voix. Voix VOIE, voix VOIX. Je dois trouver mon propre chemin. C'est vraiment, je vous jure que c'est vrai. À un moment, j'ai compté le nombre de fois la phrase était prononcée dans le film. À un moment, j'avais plus assez de doigts. C'est abusé. Et en fait, dire ça, c'est quoi ? C'est deux choses. Effectivement, c'est une vengeance pour la famille Jackson de réhabiliter Michael Jackson. C'est aussi, il faut le dire, une vengeance de la part des frères et sœurs de Michael Jackson qui détestaient leur père. Et maintenant que leur père est mort, on peut tout le mettre sur le dos. Sauf que mettre tout sur le dos du père, ça veut dire que ça permet de pouvoir entretenir certains mythes. Ça permet de pouvoir dire Michael, ouais, c'est quelqu'un de bizarre, mais au fond, il n'a pas eu d'enfance. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'amis. Et puis lui, il voulait être encore un enfant, mais on l'a empêché d'être enfant puisqu'on lui a demandé de travailler dur alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Donc, quand il en a 15, bah oui, il veut continuer à jouer avec ses jouets. Et puis oui, il n'a pas d'amis, donc il va avoir des animaux. Ce qui est la bizarrerie de Michael. Et Michael Jackson est une personne, tu l'as dit, monstrueuse dans le sens, effectivement, bizarre aussi, tu vois, bizarroïde. Et le film va l'aborder de manière très succincte, mais toujours avec de la musique funk derrière. Et ça, je trouve ça trop bizarre. C'est-à-dire que tu pourrais faire un biopic qui ne parle pas de pédocriminalité, bon, mais qui montre que c'est une personne ambiguë, complexe, qui avait un rapport compliqué aux choses. Non. Il y a une scène où Colman Domingo va dire une fois à son fils allez, va dans ta chambre grogner. Une fois. Une demi-heure plus tard, Michael Jackson va faire une rhinoplastie. On n'en sait pas plus. La scène dure peut-être 2 minutes. Attention, le médecin lui dit monsieur, vous avez un très bon nez, vous êtes sûr que vous voulez faire ça ? Il dit oui, je veux. Mais regardez, en plus, ma peau commence à blanchir, je suis atteint de vitiligo. À partir de là, le film ne reparlera plus jamais ni de sa maladie de peau, ni de son nez, quand bien même le personnage est modifié au cours du temps. En fait, tu vois, c'est ça qui est vraiment le truc, finalement le plus intéressant à analyser dans le film, c'est que c'est un film qui mentionne des éléments clés de la vie de Jackson pour en vérité les invisibiliser. C'est-à-dire qu'on va te raconter cette anecdote qui, de ce que j'ai cru comprendre, est avérée. C'est-à-dire que Michael Jackson était régulièrement moqué par son père, qui se moquait de la taille de son nez. Et en plus, il y a un truc psychologique qu'on devine assez bien, c'est qu'il a le même nez que son père et il ne le supporte pas. Donc, évidemment que ça a joué dans ses recours à la chirurgie esthétique. Et on pourrait dire, le film le montre. Voilà. Sauf que Michael Jackson, il n'a pas fait une rhinoplastie. Oui, voilà. C'est un secret de polichinelle. Il a fait de la chirurgie esthétique toute sa vie dans des proportions qui dépassent l'entendement. Et ça a fini par littéralement transformer son apparence à tous les niveaux. Le film montre une rhinoplastie. La première. Voilà. Donc ça, je mentionne pour en fait m'en débarrasser, ne plus jamais le traiter et espérer qu'à la fin du film, le spectateur ait oublié ce truc-là. En gros, on mentionne tous les éléments constitutifs de la bizarrerie de Michael Jackson pour immédiatement après les foutre sous le tapis et au bout du compte accoucher d'une espèce d'icône ultra consensuelle, facile à digérer et pour laquelle le spectateur est censé avoir une empathie tout à fait naturelle et ne se poser aucune question. Et en fait, c'est là que réside toute l'entreprise de mystification du film, à l'exception de la pédocriminalité qui, elle, n'est jamais mentionnée. À l'exception d'un truc, qui est l'amour que Michael a pour Peter Pan. Et on le voit lire le livre Peter Pan au moins 5 fois. Ça, c'est du il y a des zooms. Justement, j'en viens. Il y a au moins 2 vrais gros zooms d'images sur une page du bouquin de Peter Pan qui zoome sur Neverland. C'est-à-dire
On pourrait penser que c'est parce qu'ils veulent commencer à introduire les premières graines d'un syndrome de Peter Pan qui justifierait, etc., etc. Mais moi, je pense que c'est surtout pour introduire le fait que dans la partie 2, parce que oui, du coup, on peut le dire maintenant, c'était un secret, des rumeurs. Maintenant, on le sait, il y aura une partie 2, puisque le film s'amène littéralement par son histoire continue. Un fond noir, son histoire continue. C'est tout. Comme pour le biopic sur De Gaulle, quoi. Non, mais... Deux parties. Ouais, mais au moins, le biopic de Gaulle, il a été conçu comme un truc en deux parties. Il est franc du collier. Là, visiblement, de ce qu'on sait, c'est que le film devait durer 3h15, il a été scindé en deux, et du coup, bref, encore une fois, je sais pas comment faire, vu qu'ils n'ont pas le droit d'aborder les procès. Bon, bref. Parce que les années 90 sont les procès, qu'est-ce qu'ils vont raconter, Mais du coup, ils vont raconter la création de Neverland. Ils vont raconter la création de son château. Et c'est pour ça qu'ils nous montrent autant Neverland. Mais c'est d'autant plus gênant que quand on sait que Michael est donc accusé de dire dans un procès, j'aime dormir avec les enfants. On le sait, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'il est innocent, machin. Il a été acquitté, il n'a pas été innocenté, by the way. Bref, quand on sait qu'on nous montre pendant 1h30 un homme qui est seul, qui n'est bien que quand il est avec des animaux, qui veut parler avec des enfants, il y a 2 séquences, je vous jure que c'est vrai, où on nous montre que Michael n'est heureux que quand il est dans le don de soi à l'hôpital. Mais pas avec des adultes, avec des enfants. Avec des enfants malades dans un premier temps et avec des enfants brûlés dans un deuxième temps, puisque Michael a subi un incendie de ses cheveux, une grosse brûlure assez grave. De la pub Pepsi. Entre parenthèses, autre anecdote intéressante, cet incident-là, on sait qu'il est important dans la vie de Michael Jackson, parce que pour le coup, avec Alexis Moon, on connaît un peu le sujet. Ce qui est intéressant, c'est que on sait que il est mort d'overdose, enfin en tout cas d'un dosage trop élevé parce qu'il était drogué, Michael Jackson, pendant au moins 15-20 ans de sa vie. La brûlure de la pub Pepsi amène au fait qu'il commence à goûter aux opioïdes. Ouais, aux opioïdes. C'est une phrase. Ça va, Michael, t'as pas trop mal? Non, ça va, je suis sous antidouleur, ça va. Ouais, voilà. Fin. Tu vois, mentionner pour invisibiliser. Et on invisibilise. Voilà. Et tout est mentionné et pas traité, quoi. Voilà. Alors que le gars a fini sa vie quand même en prenant du propofol pour dormir. Genre, c'est fou, quoi. Mais là, on parle de détails très précis. Attends, vas-y. Non, mais juste une question, parce que on va pas non plus passer trop de temps sur ce film. En termes de mise en scène, est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer d'une manière ou d'une autre? En termes d'écriture, ça n'a aucun sens. C'est une succession d'anecdotes. Ça remplit les cases de ce qu'on appelle le biopic Wikipédia. Donc, il faut raconter l'anecdote des danseurs de BTT, il faut raconter le tournage du clip de Thriller, il faut raconter la pub Pepsi, mais ça ne raconte rien en creux. En termes d'écriture, c'est catastrophique. Tout ce que ça veut nous dire, c'est que Joe Jackson est un tyran. Michael n'est que la victime de son père. En termes de mise en scène, Alexis, il n'y a rien. C'est-à-dire que Bohemian Rhapsody n'avait pas grand-chose à raconter, mais au moins le concert de fin, il y avait une volonté d'essayer de faire quelque chose de la caméra et de reproduire le gigantisme de ça. Moi, je suis désolé, il n'y a rien. Il y a quelques plans qui sont censés nous montrer l'horreur de Joe Jackson avec des espèces de contre-plongées zoomées, mais ça raconte rien en fait. C'est superficiel. Et puis même, tu vois, cette scène de concert final à Wembley, tu sens, mais vraiment comme le nez au milieu de la figure, qu'ils ont réutilisé des éléments de compositing du concert final de Bohemian Rhapsody, parce que c'est du reshoot. Donc ça, ils l'ont fait dans l'urgence, et clairement, pour économiser de l'oseille, ils ont récupéré, je pense, les mêmes plans en motion control pour faciliter les incrustations et tout. Et ça se ressemble comme 2 gouttes d'eau, quoi. Et non, c'est navrant parce que le côté grand spectacle est pas là. Moi même le côté fiche Wikipédia, il loupe tellement de trucs sur la musique et sur l'art de Jackson que même ce contrat-là n'est pas rempli. Tu n'apprends rien que tu ne saches pas déjà sur les coulisses de la famille Jackson et sur le côté toxique du père. C'est nul et non avenu. Voilà, c'est nul et non avenu. Et comme le conclut très justement l'article de Mediapart, si vous voulez en savoir plus sur Michael Jackson, vous pouvez voir le documentaire Living Neverland de Dan Reed en 2019 ou tout récemment, et là c'est en ligne depuis 2 heures seulement, la série documentaire en 3 épisodes, Michael Jackson, l'envers d'une légende, gratuitement disponible sur France Télévisions. Voilà, c'était donc Michael d'Antoine Foucault avec Jafar Jackson, Coleman Domingo et Nia Long. Est-ce que vous êtes plutôt biopic de Michael Jackson sans parler de pédophilie ou biopic de Michel Fourniret sur ses vacances à Tahiti? Il y a peut-être un truc à raconter néanmoins. Oui, peut-être. Et vous connaissez la différence entre un sac de supermarché et Michael Jackson? Un sac de supermarché et Michael Jackson? Sans transition, vraiment. Je sais pas. Il y en a un qui est en plastique blanc qui est dangereux pour les enfants et l'autre qui est fait pour transporter ses courses. Oui. Oui. Non mais oui. Lilia, jeune franco-tunisienne, retourne dans sa région natale à Sousse pour l'enterrement de son oncle décédé prématurément. Elle y va avec son amoureuse qui reste cachée à distance de sa famille qui n'est pas au courant de son homosexualité. Mais quand Lilia va apprendre que son oncle était lui aussi homosexuel, le vernis du silence dans cette famille tenue par 3 générations de femmes puissantes va commencer à se craqueler.
حمد علي يرحمه كانت عنده مشاكل خلافات مع اشخاص عليه جايين نطول تبربشوا هالحكايه هذيا ما يوفات لكن فما برشا حاجات مازال ما فهمناهمش حاجات ما كنتش فاهمين Non, c'est quoi cette histoire شيء خوك لقاوه ميت في الشارع عريان وين الغلطه شنو À voix basse de Leila Bouzid avec Eya Boutera, Marion Barbeau et l'incroyable Yam Abbas. Tout le monde l'a vu? Non, pas Alexis. Non, pas Alexis. Simon, est-ce que tu veux commencer? Oui, je veux bien. C'est difficile. Il n'y a rien de plus difficile dans notre position quand il est question de parler de cinéma que de parler d'un film qui ne démérite pas et dont on n'a pas grand-chose à foutre. Ce que je veux dire, c'est un film moyen. Pas un film honteux, pas un film raté, pas un très bon film non plus. Et pour mon premier tour de table, j'en resterai là. Je dirais qu'il est à privilégier si vous vous sentez un lien, une connexion forte avec le sujet ou avec son décor et son décorum. Mais en l'état, hélas, c'est un tout petit film qui, malgré ses bonnes idées, sa bonne volonté et les efforts qu'on sent partout, a trop peu de réussite à mon goût. Je vais prendre la suite. Moi, c'est effectivement des sujets qui me touchent. Toujours la représentation de l'homosexualité dans des pays où elle n'est pas tolérée, comment on vit, comment on s'adapte, quand c'est son identité, etc. Le sujet est très porteur. Et je suis tout à fait d'accord avec Simon. Je ne passe pas un mauvais moment. Le film essaye vraiment à plein d'endroits. Et il y a quand même, on pourra revenir dans un deuxième temps sur ce qui en fait les qualités, parce qu'il y en a un certain nombre. Néanmoins, le film souffre difficilement la comparaison avec quelques autres exemples récents. La petite dernière au premier chef, qui pour le coup est vraiment un cran au-dessus à tous les niveaux, et en termes de narration, en termes de mise en scène, en termes de rythmique, etc. 3 kilomètres avant la fin du monde, si on veut se basculer du côté masculin de la chose. Néanmoins, cette semaine, c'est peut-être ce que vous verrez de mieux au cinéma, donc il ne faut pas bouder son plaisir. Oui, c'est ça. Arthur. Non, je vous rejoins. Là où moi je suis un peu plus déçu, c'est que j'avais particulièrement apprécié le précédent film de Leila Bouzid qui s'appelait Une histoire d'amour et de désir, qui était sorti en 2021 avec Samuel Talbali, qui était vraiment joli et qui, je pense, contrairement à celui-ci, avait comme... Enfin, disons que ce qui fait défaut ici, je trouve, c'est qu'au moins Une histoire d'amour et de désir avait une grande trame. Une seule grande trame, un couple de personnages, 2 étudiants qui se rencontrent, elle est tunisienne, lui il est parisien, etc. Et on suit ces 2 personnages. Là, c'est plus compliqué parce que on va suivre évidemment Lilia, mais on va suivre Alice, et puis on va suivre aussi sa mère, et puis on va suivre aussi ce qui entourait la figure de l'oncle, et puis on va suivre aussi... Enfin, le film, à vouloir faire un récit un peu ample, ce qu'il réussit par moments par ailleurs, se perd parfois. Et c'est là où je pense que Bouzid perd un peu de sa plume et de sa superbe, parce qu'encore une fois, elle fait parfois de très belles choses, il y a de très belles scènes, il y a des moments où ça joue très bien, des moments où ça joue moins bien. Il y a des moments où ça joue moins bien. Il y a des moments où ça joue vraiment moins bien, mais il y a des moments où ça fonctionne. C'est un peu dommage, mais ça reste effectivement peut-être le meilleur film de la semaine, donc je ne vais pas non plus bouder mon plaisir. Oui, moi je voudrais parler de plein de choses qui fonctionnent. Il y a plein d'idées de mise en scène. En fait, je pense que, par exemple, il y a notamment plein d'idées de jeux autour du souvenir et de l'incarnation du souvenir. Tout à fait d'accord. Soit dans des enfants qui apparaissent et des images de elle, de Lilia enfant, soit dans, par exemple, cette recherche de cet oncle qu'elle n'a pas connu, dont elle découvre l'homosexualité, et la quête de cette jeune fille dans cette Tunisie ultra homophobe et légalement homophobe. Il y a par exemple à un moment donné une séquence juste en cliché photo qui raconte une histoire. Je trouve que c'est très belle. Le photo-roman là, elle est très belle. Le roman photo est très joli et il est pas du tout réaliste. Je veux dire, il n'y a pas du tout de volonté de recherche de réalisme, puisque on voit bien que ce qui est photographié ne fait pas partie d'un roman photo ou ne serait pas vraisemblablement dans un roman photo. Il y a une vraie volonté de mise en scène, c'est-à-dire il y a une volonté d'étendre le cadre des personnages au décor à plein d'endroits. La scène où elle se voit dans les arbres, enfin au pied de l'arbre pour discuter toutes les deux, justement, j'y ai pensé à ça. Par exemple, il y a un moment donné où on est en train de filmer la mer et puis pof, d'un seul coup, on voit la Tunisie vivante, on voit Sousse, et puis d'un seul coup, on rattrape les personnages. Il y a une espèce de volonté d'ampleur du décor qui est tout à fait réussie. Moi, je trouve que moi, là où je suis frustré, alors outre le fait qu'effectivement, je pense que le film veut essayer trop de choses,
et du coup, en voulant essayer trop de choses, ne va pas au bout de ce qui fonctionne. Moi, je trouve que cette quête de l'oncle homosexuel qui est mort dans des circonstances étranges et la quête de l'identité de cet homme donne lieu à certaines des plus jolies scènes du film, la scène dans le bar, la scène où elle part rechercher celui dont on ne sait pas très bien si c'était son amant ou son protégé, d'ailleurs on ne le saura jamais. Donc, c'est dommage parce que cette quête-là et cette espèce de quête miroir entre le personnage de Leila et de cet oncle dont elle découvre qu'il était homosexuel et que tout le monde le savait sauf elle. Alors non, dans mes souvenirs, elle le savait parce qu'elle le dit, c'est mon père qui me l'a dit. Enfin bref, c'est qu'un détail, mais oui. Moi, je trouve ça intéressant. Il y a derrière un autre film qui est un film plus classique sur vais-je être accepté ou non par ma mère et par cette famille de femmes très fortes, puisqu'on les voit. Et d'ailleurs, quand elles déjeunent ou quand elles mangent ensemble autour de la table, il n'y a littéralement que des femmes, sa grand-mère, sa mère, sa tante, sa cousine. C'est vraiment une famille de femmes et dans laquelle se pose la question de ces féminités qui sont différentes ou non de la sienne et de son homosexualité. C'est un matriarcat hétérosexuel. Voilà, c'est ça. Et c'est là où je trouve que là, c'est malheureusement moins intéressant et c'est d'autant plus regrettable que Yam Abbas, qui joue sa mère, qui est une actrice que vous avez vue partout, vous avez vu dans Succession notamment, qui joue la compagne de Brian Cox, qui est une actrice que vous avez vue à plein d'endroits, y compris dans des films américains, et qui est une femme qui est absolument incroyable et qui là, et du coup, devrait être un autre pilier du film, mais n'a jamais tout à fait l'espace que la réalisatrice voudrait ou qu'il faudrait lui accorder pour qu'elle puisse prendre l'ampleur de ce personnage de mère déchirée. Il me semble que le film, avec toutes les qualités que vous avez mentionnées et qui sont bien réelles, vraiment, et que je ne déconseille pas, certainement pas, il a deux problèmes à mon sens. Le premier, c'est qu'il me semble qu'il part d'une équation, d'un point de départ dont il va jamais réussir tout à fait à saisir tous les potentiels. L'idée, c'est quoi ? Vous l'avez dit, cet oncle est mort et à l'occasion de sa mort, on découvre, ou alors plutôt on veut cacher quelle était son orientation sexuelle. Or, comment est-ce qu'il est mort ? Cet homme, on l'a retrouvé mort, nu, dans la rue. C'est pas un spoil, hein, c'est le point de départ. Mais c'est quand même pas anodin, hein, je veux dire, qu'on soit dans un pays ouvert, tolérant ou pas, on trouve pas tous les jours des cadavres d'hommes ou de femmes nus dans la rue. Donc c'est un truc déjà qui est une espèce de surgissement dans le lieu du commun, dans la rue, là où tout le monde passe. Le lieu, par définition, partagé par toutes et par tous, d'une intimité, d'un corps, d'un secret. Et finalement, c'est utilisé comme point de départ, mais de cette espèce d'équation qui est quand même une tension, quoi. Le film fait pas grand-chose. Ça, moi, ça m'a pesé un peu pendant tout le film. Puis il y a un deuxième truc. Il me semble que le risque, a fortiori quand tu as, comme ici, une mise en scène qui, par endroits, est très stylisée, mais globalement, je veux dire, dans les relations de famille, qui est assez classique, je dis pas ça d'une manière négative, le danger, c'est quand tu veux faire de ton thème, de ton sujet, ici, l'homosexualité et les problèmes d'acceptation, de reconnaissance qui vont avec. Le problème, c'est que quand tu veux que tout soit signifiant, et là, en fait, on est sur plusieurs générations, on est dans une famille, quel que soit... On traite tous les agnates. Oui, voilà, absolument. Bah dis donc. Ça donne un peu l'impression qu'il l'avait dans un coin de sa tête, il savait pas quand est-ce qu'il voulait placer, il a vu une brèche. Qu'est-ce donc ? C'est un terme de droit romain pour désigner le membre d'une famille. Ok, très bien. Ok, ouais, ça fonctionne. Et donc effectivement, on traite toutes les générations, mais comme j'ai le sentiment en permanence que tout est traité par cet angle, or, quelle que soit la question, la problématique qui vous relie, vous oppose à votre famille. Quand vous faites une réunion de famille, il y a plein de moments où ce truc vous travaille, il y a plein de moments où ce truc travaille les gens qui vous regardent, il y a plein de moments où vous faites une grosse blague à vos petits cousins, il y a plein de moments où vous n'y pensez pas, il y a plein de moments où, volontairement ou non, vous vous en extrayez. Or, le film, dans sa volonté de dire « Tiens, et je vais sonder ça à chaque génération, sur chaque personnage », devient un peu fonctionnel, en fait, un peu mécanique. Alors, c'est tout à fait louable, on comprend bien, c'est effectivement le sujet du film. Sauf que pour que je croie à cette chronique familiale, pour que je croie à ces gens, j'ai besoin à certains endroits qu'il y ait du jeu. J'ai besoin de ne pas tous toujours les voir définis par ça. Et typiquement, Nicolas, tu as cité 3 km jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Pravou, et tu as cité la petite dernière de AFCRC. C'est deux films dans lesquels les thématiques centrales de ces films n'empêchent pas la vie, j'ai envie de dire le réel, je m'en méfie, mais la vie d'éclore. C'est ce moment dans la petite dernière où on s'inquiète de la dépression de quelqu'un parce que c'est un vrai sujet. Et on s'en inquiète pas
à l'aune de son identité sexuelle. On s'en inquiète à l'aune de nous sommes des humains qui relationnent et qui prenons ou non soin les uns des autres. Et en fait, voilà, moi, mon problème dans La Voix basse, c'est que j'ai l'impression que tout est là pour servir le sujet. Or, si tu veux vraiment plonger dans la réalité de ce sujet, la réalité de cette famille, même à ce moment-là, même au moment de la mort de cet oncle, il doit y avoir des petits éléments parasites, des petites choses. Et du coup, je le regarde plus comme une pièce de théâtre pas mal écrite que comme un film. Arthur, un dernier mot pour conclure ? Ouais, mais en fait, ça me fait chier parce que c'est un point négatif. Alors, j'ai pas envie d'être négatif. Alors, franchement. Il y a un point positif, un autre point positif ou quelque chose. En fait, moi, il y a des séquences auxquelles je trouve qu'ils ne fonctionnent pas toujours entre Lilia et Alice, entre Aya Boutaria et Marion Barbeau, malheureusement. Mais par contre, celles qui fonctionnent vraiment bien. Et les quelques moments où éclot quelque chose, justement, de ce couple-là. Enfin, en fait, je comprends pas toujours le personnage de Lilia, en fait. Je comprends pas toujours pourquoi, d'un seul coup, elle va la rejeter, puis d'un seul coup, la réaccepter, puis d'un seul coup, s'énerver. Il y a un parcours je pense que le personnage de Marion Barbeau est en trop. Simplement. En fait, je pense que ce personnage n'ajoute rien. Enfin, je veux dire, c'est la volonté de faire sens partout et de faire écho au sujet tout le temps. Et je pense que tu fais le même film en enlevant ce personnage-là. Déjà, tu perds un quart d'heure et en fait, tu allèges le film et du coup, tu gagnes beaucoup sur le reste. Et je trouve qu'effectivement, c'est l'un des points faibles. Et notamment Marion Barbeau, moi, il y a des moments où je la trouve pas bonne. Mais il y a des très belles scènes. Il y a des très belles séquences, il y a des moments de volonté de montrer. Si, Simon, il y a un moment où je dois te contredire, il y a une scène. Alors, c'est vraiment 1 minute 30. Mais c'est une scène que j'ai trouvée particulièrement belle, c'est l'oiseau. C'est l'oiseau dans la chambre. C'est très joli ça. Et c'est un des rares moments où la question se pose plus et t'as même l'impression que ça peut être ce petit rien qui peut créer de la réconciliation parce que c'est le seul moment où on n'y pense plus. Oui, mais c'est trop. Il y en a pas assez, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des moments comme ça où elle réussit à créer des petits instants vraiment beaux. Et la double fin fonctionne pas du tout. La double fin avec la sortie du poste de police. Et puis alors surtout l'épilogue. C'est vraiment. Mais il y a des choses vraiment intéressantes. C'est pour ça qu'on encourage les gens à aller le voir parce qu'en plus. Oui. Et puis, tu sais quoi, je conclurai là-dessus. Tu disais l'immersion des souvenirs dans le réel. Moi, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle le fait dans des plans séquences où le fantôme est là, la caméra panote et quand la caméra revient, elle n'est plus là. Elle le fait plusieurs fois, elle le fait plusieurs fois, et en fait, c'est presque des effets de film d'horreur normalement, et qui là suscite vraiment de la beauté magique. Donc c'est vraiment malin quand même, c'est vraiment réfléchi. C'est dommage qu'elle ait autant réfléchi à la mise en scène, un peu moins à l'écriture, mais il y a vraiment de belles choses. Ouais, tout à fait. Non, c'est un film très agréable et vraiment, n'hésitez pas à aller voir À voix basse de Leila Bouzid. Malgré ses petites fragilités, ça reste un film tout à fait agréable à voir et un très joli film sur la Tunisie contemporaine, sur l'homosexualité et avec des interprètes tout à fait impliqués dans leur film. Ces interprètes, c'est Aya Boutera, Marion Barbeau et Iyam Abbas notamment. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt retourné vous confronter à l'homophobie de votre pays d'origine ou vous contenter de la bonne grosse vague de résurgence homophobe en France portée par la droite et l'extrême droite. Ça peut suffire, non ? Oh, on est pas mal. Allez, vous connaissez sans doute l'histoire de Philippe Croison, cet homme qui a perdu ses 4 membres suite à un accident et qui s'est lancé dans le défi un peu fou de traverser la Manche à la nage. Un documentaire lui avait été consacré juste après son exploit en 2011, La vie à bras-le-corps de Marianne Kramer et Robert Iseni. Voici maintenant son biopic, pour le meilleur, vraiment. Merci beaucoup pour votre invitation. Juste une petite précision sur mon physique. Je suis handicapé. Pour le meilleur de Marie Castille, mention char avec Pierre Rabhin et Lily Fleur Pointeau. Alexis, tu as eu le plaisir d'aller voir cette belle histoire humaine. Oui. Alors j'aimerais quand même d'emblée préciser quelque chose. Donc Pierre Rabhin et Lily Fleur Pointeau, c'est ça ? C'est ça. Sont donc les deux comédiens principaux sont pas des figures très identifiées du cinéma. Elle vient plutôt de la série. Lui est un nageur handisport qui n'a jamais tourné au cinéma avant et qui partage avec Philippe Croison le même handicap très lourd. Il n'a ni bras ni jambes suite à un accident. Par contre, dans les rôles secondaires, on a quand même Sandrine Bonner, Corinne Maziero et Pierre Deladonchamp. Tout le monde joue comme une énorme patate dans le film, donc au moins ça met un peu tout le monde sur le même niveau. Et en fait, je vais commencer par là. Ce film est en tout point, en termes de production, d'éclairage, de montage, de décor, de mise en scène, de direction d'acteurs et d'actrices, semblable à un vulgaire téléfilm produit à la va-vite. Donc déjà, sa place sur un écran de cinéma, je suis obligé de la questionner, mais surtout, quand je vois ce truc-là,
et que je vois donc que le film va me servir le récit très factuel, évidemment, avec tout le côté empoulé qu'on peut imaginer, tout le côté pathos, mielleux, etc. Mais mine de rien, quand même assez factuel sur la vie de Philippe Croison, parcours de vie qui a quand même été très largement médiatisé, que beaucoup de gens connaissent. Philippe Croison, il est identifié du grand public aujourd'hui. Je me demande pourquoi le film fait ça ? Pourquoi le film cherche-t-il à me raconter cette histoire ? Et très rapidement, j'en viens à le suspecter d'être juste une énorme pompe à fric qui est là pour capitaliser sur le récit, par ailleurs très touchant, de ce monsieur. Et à partir du moment où cette suspicion-là germe dans ton esprit, le film devient d'une gênance, mais alors stratosphérique. Parce que véritablement, il n'y a rien qui fonctionne dans ce film. Je sais que Simon aura quelques billes aussi à mettre dans la machine, donc je vais pas m'éterniser, mais franchement, c'est sidérant à quel point c'est un film bâclé et amateur. Vraiment. Simon. Oui, il faut savoir que la cinéaste à qui on doit ce beau morceau est spécialisée, je dirais, dans le bon sentiment industriel, ou pour pas dire dans la Macronie du cinéma, quoi. C'est vraiment ça son couloir de nage, et elle y reste. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à force, j'ai envie de dire, d'idées préconçues, prémâchées, pour ne pas dire débilitantes, sur ce que devrait être une œuvre inspirante, ce que c'est que le dépassement de soi, les bons sentiments, encore une fois, et à force de ça, le film parvient à un truc, mais il n'y arrive pas totalement, et ça, c'est dommage. Il est quasiment dans le sketch de très mauvais goût. Presque. À plusieurs moments. Et ce qui est dommage, c'est que tous les gens qui sont là bossent très très mal. Mais aucun et aucune n'est assez nul pour qu'on verse là-dedans. Donc on a un navet et pas un nanar, c'est assez triste. Et j'en reste là pour ce premier tour de table. De toute façon, on va aller vite. Je mentionne juste parce que tu disais que la réalisatrice était une spécialiste de ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Effectivement, donc elle a fait Divertimento, qui était quand même compliqué. Vous savez, ce film avec Ouléa Mamra en chef d'orchestre. Ouais. Non, mais surtout, elle a fait Goodman, le film où Noémie Merlan joue une femme... un homme trans. Un homme trans. Oui, film qui avait suscité énormément de polémiques. Déjà, raison. Pour le choix de l'interprète, qui est donc une femme cis, donc voilà. Mais surtout, en vérité, là où le bas blesse le plus, c'est pas tant sur la question de l'interprète, c'est surtout sur le regard posé par Marie Castille-Mention-Char. Parce que, à la limite, tu peux commettre l'erreur de caster une personne pas directement concernée et quand même avoir, dans ta mise en scène, ton écriture, témoigner d'une certaine connaissance de ton sujet. Ou le faire en connaissance de cause, en fait. C'est ça. Avoir un projet de cinéma qui justifie ton choix. Exactement. Sauf que, pour le coup, Goodman était un film qui témoignait d'un regard, disons-le, d'un regard d'entomologiste sur la question de la transidentité, quoi. C'est-à-dire que le corps faux, évidemment, de Noémie Merlan dans le film était regardé comme un entomologiste regarderait un insecte sur une planche de microscope. N'oublions pas que Marie Castille-Mention-Char a également réalisé Le ciel attendra. J'allais en parler. Je te laisse y aller. En parler. Le ciel attendra, oui, mais non, qui est juste un film qui, sous couvert de rassemblement et d'universalisme, est passablement idiot et raciste. Sur la bascule du djihadisme. La question de la radicalisation. Voilà. En l'occurrence, la radicalisation des jeunes femmes, si je dis pas de... Oui, bien sûr. Avec Noémie Merlan également. Alors, comment dire ? Moi, tu l'as dit, c'est bâclé. Donc effectivement, c'est bâclé, c'est pas bien mis en scène, c'est pas bien filmé, c'est pas bien dirigé. Moi, je suis absolument fasciné de voir comment, à part l'interprète principal du film, tous les autres personnages, donc tous les autres comédiens et comédiennes, n'ont que des rôles fonctions. C'est particulièrement vrai de Pierre Deladonchamp, le pauvre. Chaque réplique qu'il a, tu sens que c'est pour faire avancer le scénario. Oh, ces constantes ne sont pas bonnes. Oui, il parle pas comme ça, d'accord. Non, mais jamais un moment, j'ai l'impression que c'est un être humain. J'ai l'impression que le film est peuplé de droïdes. Et alors, le pire, c'est que le film ne cesse de nous le dire, de nous l'asséner. On est quand même là pour voir qu'on peut s'en tirer. On peut s'en sortir. Mais ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas pire sujet pour raconter ça. Parce que, bien sûr, attendez, entendons-nous bien, j'ai le plus grand respect pour le parcours de Croison. La question n'est pas là. Et Croison a fait preuve d'une volonté et d'un travail sur soi. Traverser la Manche dans cette condition-là, quand même, c'est pas banal. Non, mais qui force le respect. Mais sauf que là-dessus, tu ne peux pas, me semble-t-il, si t'es un petit peu intelligent humainement, ou alors, si t'es pas une horrible personne de droite, tu ne peux pas raconter que c'est une histoire de volonté, de dépassement de soi. C'est pas vrai, parce que, en fait, ça ne peut être qu'une histoire de solidarité. Parce que quand t'as pas de bras et que t'as pas de jambes,
quelle que soit ta volonté de te dépasser, quel que soit le regard que tu portes sur le monde et sur toi-même, tu peux déjà pas aller dans l'eau sans 3 personnes qui t'aident. Donc tu peux pas faire un récit de dépassement de soi. Tu dois faire un récit de solidarité. Ah oui, d'accord. C'est ça que non mais c'est ça. Ça doit être un film de gauche, un film de droite. Oui, voilà. Et attends, encore une fois, je suis pas en train de dire, je pense que Philippe Croison, on a dû l'aider, puis il devait y avoir 5 types pour le porter sous l'eau. Je suis pas en train de dire ça, et je ne critique pas la réalité de son parcours. Je parle bien du film. Ce que je veux dire, c'est que quand tu filmes quelqu'un que son corps limite, et limite aussi drastiquement que ce personnage, et que tu n'arrêtes pas de me dire il a de la volonté pour s'en tirer le petit. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il a de la volonté. Mais cette volonté, elle n'existe que si elle rencontre d'autres volontés. Et ça, moi, ça me pose un énorme problème, ce qui fait que j'ai l'impression que le film est ou idiot ou vraiment vicieux. Quand même, pour finir sur une petite note un peu plus légère, le film a un énorme problème d'intensité et de justesse. Et il y a énormément de moments dans le film qui sont involontairement comiques. Tu sens que ça leur a complètement échappé. Je donne un exemple très rapide. Donc le personnage de Susanna, qui est donc la nouvelle épouse de Philippe Croison, qui va l'accompagner dans cette aventure homérique, elle a malheureusement un problème que rencontrent beaucoup de femmes dans notre société. Son ex-conjoint est un homme violent et abusif, et il doit signer les papiers du divorce pour qu'enfin il se débarrasse de lui, sauf qu'il refuse ostensiblement de les signer, et en plus il la harcèle régulièrement au téléphone, en se rendant chez elle, etc. Et il y a plusieurs moments où tu vas voir superposer le personnage de Susanna en train de travailler, de faire ses activités quotidiennes, mais tu sens bien que il y a quelque chose qui lui pèse sur les épaules, et en voix off tu as le dernier message insultant de son ex-conjoint harceleur. Sauf que l'interprétation du conjoint en question est tellement outrée que ça en devient presque comique. Il y a un moment où clairement il lui dit genre au téléphone, je vais jamais signer les papiers du divorce, t'es à moi, espèce de salope. Et le salope est prononcé comme dans un sketch de Jean-Marie Bigard. Et ça, normalement, si t'as un tant soit peu de savoir-faire et de conscience d'artisanat, tu vois, tu dis à ton comédien, oh, on va la refaire avec 20% d'intensité en moins, parce que sinon ça passera pas, quoi. Et le film est traversé de moments comme ça qui peuvent quand même le rendre involontairement rigolo par moment. Pour le meilleur, vraiment, de Marie Cassion. C'est son nouveau mention Char, avec Pierre Rabhin et Lily Fleur-Pointeux notamment. Et puis, si vous allez le voir, c'est vraiment que vous êtes... c'est peut-être qu'il n'y a que ça qui passe dans votre cinéma, près de chez vous, et on vous plaint. Vous pourrez nous dire néanmoins en commentaire si vous êtes plutôt traverser la Manche à la nage malgré votre handicap ou travailler pour CNews malgré votre absence de handicap. Il est temps de faire une pause bien méritée dans cette semaine terriblement chargée, comme vous pouvez le constater. Et oui, c'est l'heure du tant attendu VFMF, vite fait, mal fait, la pause pipi du cerveau avec 2 films cette semaine. La poupée de Sophie Beaulieu-Simon. Alors la poupée, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'un monsieur qui est dans la fin de sa quarantaine ou début de sa cinquantaine, qui est pas très adapté socialement. Au bureau, il aimerait bien relationner avec les autres, notamment avec une bureautière juste à côté de lui. Mais bon, il n'y arrive pas trop, donc il a une poupée gonflable. Une poupée sexuelle, pas gonflable, pas une poupée en latex. Oui, il a une doll, bref, une humaine en caoutchouc ou silicone à la maison, et qu'il remplit sans doute plus souvent que son four. Et le problème, c'est que un beau matin, ou plutôt un beau soir, cette poupée prend vie. Tout simplement, elle passe de poupée de silicone à être humain de chair et de sang. Ça complique un peu sa vie, ça complique un peu ses relations, et puis ça complique aussi un petit peu sa volonté de relationner avec cette bureautière toute proche, vu que désormais, la copine de plastique qu'il mentionnait est une copine de chair et de sang. Alors, dans ce film, il y avait plein de possibilités, en fait. C'est que ça pouvait être un incroyable film d'embarras et de cringe. Qu'est-ce qui se passe quand la poupée sexuelle que tu as traitée comme une poupée sexuelle se réveille ? Qu'est-ce qu'elle a à te dire ? Sachant que le principe, c'est qu'elle se rappelle de tout. Ça n'est pas un être humain neuf qui vient au monde. Elle se réveille en disant « Oh, mon amour !» En fait, voilà, comment tu traites ça ? Comment tu traites le regard qu'elle va porter sur ce personnage ? Comment tu traites ce personnage, interprété par Vincent Macaigne, qui lui aimerait bien quand même relationner avec sa collègue ? Le problème du film, donc, c'est qu'il a, à mon sens, 3 tonalités différentes. Une de film extrêmement abrasif et difficile, où on parle de la masculinité, du rapport des hommes aux femmes, au corps des femmes et à leur objectification. Un côté rom-com starbé zarbi, où on dirait en fait toutes les petites déviances, paraphilies et kinks sont dans la nature, et peut-être qu'en les assumant et
oui, quand les assumants, on peut se vivre et se dépasser. Puis un autre qui serait genre c'est rigolo, c'est une rom-com TF1 avec une poupée gonflable qui te réveille. Et en fait, le film essaie de jouer les trois, mais les trois ne sont pas compatibles. Donc, aucune de ces trois thématiques n'est vraiment jouée, aucune ne va vraiment à fond. Ce, malgré l'engagement des comédiens et des comédiennes qui, en vrai, font vraiment de leur mieux et sont tous et toutes vraiment pas mal. Moi, l'impression que ça m'a donné, mais ça n'est qu'une impression, qu'une théorie, c'est que c'est une très bonne idée, assez vicieuse de cinéma, qui a dû être, je pense, éteinte, amoindrie en cours de production, en cours de fabrication, jusqu'à donner un film que je trouve finalement très inoffensif. Or, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle a à lui dire, cette poupée gonflable, quand elle se réveille. Parce qu'a priori, je veux dire, elle a pas été traitée comme les bijoux de la couronne. Si le sujet vous intéresse... alors attention, non, je reformule. Envoyez-moi un mail. Non, je reformule. 3615 sans carbone. Si vous voulez voir un film qui réussit un petit peu ce que vient de dire Simon, à savoir la réflexion de cette poupée qui se réveille, mais pas forcément tant sur la vengeance par rapport à l'homme, mais plus sur la question, en tout cas la question de l'objet face au quotidien, et du coup, et notamment, là, je veux parler d'un film japonais dans la société japonaise, où on sait que c'est très important. Il y a un film de Koreeda, que j'ai rattrapé tout à l'heure parce que je me fais mes petits marathons avant Cannes, donc j'essaie de rattraper les films des cinéastes nommés, qui s'appelle Airdoll, sorti en 2009 avec Dunabe, qui joue justement une poupée qui prend vie, mais où ça va questionner le désir, la place dans la société, la place, le regard des hommes, etc. Bref, je pense qu'il n'est pas forcément plus abrasif, mais je pense qu'il est peut-être plus intéressant. Toujours vite fait mal fait, Vil et Misérable, ce n'est pas une insulte que je te fais, c'est le film que tu as vu de Jean-François Leblanc, Alexis. Tout à fait, Vil et Misérable, c'est l'adaptation d'une bande dessinée québécoise de Samuel Quentin, et c'est donc aussi un film québécois. Et pour le pitcher très rapidement, Vil et Misérable nous raconte un univers finalement très proche du nôtre, à 2 détails près. Premièrement, il y a des commerces qui n'existent pas chez nous, puisque dans cet univers-là... Par exemple, on doit même acheter sa voiture et ses livres au même endroit. Donc, il y a des concessionnaires / librairies un peu partout. Et deuxième détail, et pas des moindres, les démons existent et en plus, ils vivent parmi nous et tout le monde le sait. Et nous suivons donc le parcours d'un démon, Lucien Vil, qui est sur Terre depuis à peu près 350 ans et qui est le meilleur libraire qu'on puisse trouver. Il travaille donc dans une librairie / concessionnaire de voitures. Sauf que c'est un gros con acariâtre et misanthrope, puisque c'est un démon, qui va se retrouver obligé de travailler avec un gentil petit humain assistant libraire, et ensemble ils vont vivre des aventures rocambolesques. C'est complètement foutraque, hyper attachant, très drôle, impeccablement joué. Attention, c'est pas le plus grand film de la décennie, mais il se trouve que c'est peut-être le meilleur film qui sort en salle cette semaine, hein. Donc ne le ratez pas s'il passe près de chez vous. C'est pour moi la preuve que en termes de comédie, il se passe définitivement, et depuis plusieurs années maintenant, hein, il se passe quelque chose du côté du Québec. Ils ont un tempo comique, une espèce d'approche à la fois complètement absurde et décomplexée, et en même temps très feutrée, très verbal, presque un petit peu intello, de l'humour qui fonctionne super bien. Je trouve que ce cocktail fonctionne super bien, et je terminerai en disant quand même que moi j'aime bien relever les patronymes rigolos et les patronymes cool. Oui. Et l'acteur qui joue Daniel, l'assistant de Lucien, s'appelle, et je vous jure que c'est pas une vanne, Pierre-Luc Funk. F-U-N-K. J'étais à 2 doigts de faire une blague si tu le mentionnais pas. Donc j'espère un jour croiser un Jean-Jacques Disco par exemple. Non mais quel nom de ouf. C'est génial. Voilà. Si jamais il nous écoute, c'est vraiment le nom le plus stylé de l'histoire des noms. Non mais voilà, Vil et Misérable, c'est une comédie familiale hyper sympa, et qui en plus, j'aurais pu en parler plus longuement si j'avais eu un peu plus de temps, mais qui se débrouille vraiment pas mal pour transposer l'esthétique BD au cinéma, notamment sur le travail des couleurs, des motifs, des costumes. Il y a vraiment des petites trouvailles sympas, et c'est un film très chouette. Allez, on passe au dernier film de cette semaine extrêmement chargée. Rares sont les films qui nous parviennent de l'autre bout du monde, exactement, de Nouvelle-Zélande, si on fait évidemment l'exception des films de Peter Jackson. Dans Marama, on suit une jeune femme maori orpheline, rebaptisée Marie, qui quitte ses terres natales pour rejoindre l'Angleterre, où un inconnu affirme avoir des informations sur l'identité de ses parents. Mais dans le manoir, le poids du colonialisme pèse très très lourd. I've seen you before, you know. I doubt that. Marama de Taratoa Stappard avec Ariana Osborne, Toby Stevens et Umi Myers. Arthur, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé ça chouette.
Et je dis pas chouette dans le mode sympa sans plus. J'ai trouvé ça vraiment chouette pas dans le sens mal. hibou. Chouettos. Chouette. Je sais pas imiter les chouettes, c'est terrible. Non, j'ai trouvé ça pas mal du tout. C'est en fait, disons que voilà, je le formulerai comme ça. Je le vois comme un film d'horreur assez classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des effets de mise en scène novateurs, il n'y a pas des espèces d'inventions à certains endroits. Par contre, il le fait, tu l'as dit, dans un encrin rare, dans un univers, dans une mythologie, dans quelque chose que l'on n'a quasiment pas vu au cinéma. Et donc en ce sens-là, ça fait du bien de voir, même si c'est balisé, même si on voit effectivement le parcours, qu'on peut deviner la fin, qu'on peut comprendre que effectivement que c'est un piège là où elle va, qu'elle va être confrontée à des personnages où on peut deviner qui ils sont pour elle, etc. Bah, le fait est que c'est quand même un sujet, ce colonialisme-là, c'est pas un sujet qui est abordé très souvent, et parler via l'horreur, de l'horreur du colonialisme, c'est toujours intéressant. Il y a des séquences qui fonctionnent vraiment bien. Il y a notamment une séquence de jeu de théâtre cachalot, je pourrais dire, qui est vraiment super. Il y a quelques bonnes idées, notamment sur la fin. Mais voilà, disons-le pour ce qu'il est, c'est un petit film d'horreur. Petit film d'horreur qui a la beauté de nous offrir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir, des histoires, des récits qu'on ne connaît qu'assez peu, mais voilà, qui a ses limites d'être un petit film d'horreur. Oui, c'est une proposition alléchante. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est un film qui est pas très très bien distribué, donc allez vraiment là aussi profiter de ces semaines un peu creuses pré-Cannes pour aller voir ce type de film, parce que néanmoins, ce que propose en termes de cinéma Taratoa Sapard est assez passionnant. La direction artistique, c'est un film qui a été fait pour $125 000, c'est-à-dire australien, c'est-à-dire R. Ce qui est impressionnant. Ah, c'est vraiment R. Alors, parce qu'on le voit pas du tout à l'écran. parce que alors ça se passe à l'intérieur, ça se passe dans un décor unique à l'intérieur d'un manoir, mais avec des choix. Bon, bref, c'est vraiment. Et on ne peut pas parler de ce film sans parler de la volonté de photographie qui littéralement vous saute au visage à chaque plan. Il y a une utilisation notamment assez poussée de très grand angle qui pourrait presque faire penser à du Lanthimos dans ses bons jours, sans pousser jusqu'au fisheye, mais néanmoins qui fige, arrondit les perspectives. Voilà, qui fige les décors, qui permet d'englober énormément, ce qui est assez rare dans l'horreur. On est au contraire, on se sert souvent des gros plans et des courtes focales pour cacher l'arrière-plan, pour cacher ce qui va surgir. Là, au contraire, on est vraiment dans des compositions qui sont littéralement des tableaux, des tableaux cinématographiques. Et même si effectivement l'histoire la narration est un peu cousue de fil blanc, moi j'ai trouvé passionnant le fait de raconter cette histoire du colonialisme à travers ce personnage de femme maori en quête de ses racines familiales. Voilà, pour un premier tour, c'est ce que je dirais. Et puis je parlerai d'autres choses tout à l'heure quand on développera, Alexis. En fait, le film a trois gros points positifs, et pas des moindres. Déjà, le premier, c'est que c'est un film qui, et on en parlait un petit peu hors micro tout à l'heure, Nicolas, mais c'est un film qui, de toute évidence, a eu énormément de contraintes. Maintenant qu'on connaît le budget, on peut clairement en être certain, et qui a su contourner avec intelligence ces contraintes. Et moi, il y a un effet de style qui me vient vraiment en tête, c'est le fait que le manoir ait presque toujours des fenêtres opaques. Ça, c'est certainement pour faciliter l'éclairage et pour éviter qu'on voit l'extérieur, parce que peut-être que l'extérieur n'était pas compatible avec la direction artistique du film. Voir qu'il n'y a pas d'extérieur. Il n'empêche que ça donne à ce manoir une atmosphère oppressante et anxiogène qui fonctionne super bien. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Le deuxième point positif, c'est le sujet. Non seulement le choix du sujet, traiter du colonialisme britannique en Nouvelle-Zélande, c'est un sujet intéressant et peu traité, mais surtout l'angle. On n'est pas en Nouvelle-Zélande à voir des populations maoris en train de se faire opprimer. On est en Angleterre et on voit comment la culture maori a été digérée par la puissance coloniale qui se l'approprie. Et c'est ça qui est d'une violence terrible pour le personnage principal, c'est que d'un coup elle réalise que même sa culture, dont les Occidentaux n'ont fondamentalement rien à foutre, même ça ils lui ont pas laissé. Même ça, ils se le sont appropriés, ils en ont fait un truc de spectacle, et elle ne peut même plus, elle, bénéficier de cet accès à cette culture alors que c'est la sienne. Et puis, troisième point, et j'en finirai là pour ce premier tour de table, c'est un film qui a beaucoup d'influence, tout à fait palpable, mais c'est toujours à bonne distance. Il y a beaucoup de Lanthimos, tu l'as dit, mais
pas complètement. Il y a beaucoup de Kubrick, mais pas complètement. Il y a beaucoup de Del Toro, période Crimson Peak, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une façon de twister un petit peu l'influence, de se l'approprier, de la travailler pour lui donner un peu plus de singularité et juste ne pas faire du copier-coller de scènes ou de plans mythiques. Et ça, je trouve que c'est vraiment pour moi la grande force du film. Simon. Oui, pour moi c'est le film de la semaine, assez clairement. Assez clairement déjà, alors je vais pas répéter ce que vous avez déjà très bien dit, mais parce que de par le soin, le travail et la réussite plastique du film, moi j'entre dès le début. Avec ce plan inversé de la plage qui est magnifique. Voilà. Qui est magnifique. J'entre dès l'ouverture dans un film qui est singulier. Comme, alors, c'est pas unique, c'est pas la première fois que je vois ça au monde, mais enfin, je vois pas ça 10 fois dans l'année au cinéma. Donc, déjà, je suis happé par ce récit. Tu le disais, Alexis, oui, c'est un film sur le colonialisme, mais pas un film sur la colonisation. Typiquement, on n'est pas sur un territoire qui est en train d'être écrasé, opprimé, on est sur qu'est-ce que ça fait le colonialisme aussi sur zone, j'ai envie de dire, de là d'où ça vient. Et là, moi je trouve que le film est extrêmement intéressant et alors je pense qu'il a peut-être été un peu trop vendu comme un film d'horreur. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Parce que la partie horrifique est un peu mécanique, un peu prévisible, comme le film dure... Très limité. Oui, dure 1h20, 1h29, ça va, on n'a jamais le temps de s'agacer. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est beaucoup plus un film gothique. Oui, tout à fait. Le cinéma gothique, et c'est aussi pour ça que ça marche, l'opacité des fenêtres. On est dans des lieux de ténèbres, de grandeur, de tragédie, qui sont, pour le dire simplement, et tel que je le ressens, je dirais, pris dans la mécanique irrésistible et impavide du temps. En gros, bien avant nous, ont commencé des choses terribles, bien avant nous ont été lancées des mécaniques funestes, et nous suivons ceux et celles qui, hélas, vont être là pour payer l'addition. Le passé contamine le présent. Toujours. Exactement. Et là-dessus, c'est littéralement l'une des, le passé contamine le futur, ce qui est une des phrases récurrentes du film. Exactement. Oui, mais et ça, le film, je trouve qu'il le réussit admirablement. Alors, est-ce qu'il le réussit en révolutionnant son sujet ? Pas tout à fait. Est-ce qu'il le réussit en étant absolument unique ? Certainement pas. Mais il est d'une intelligence, d'une maîtrise, d'une richesse. C'est-à-dire qu'en permanence, moi, je me demande. Et je trouve toujours des réponses intéressantes ou stimulantes. Pourquoi est-ce que c'est filmé comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on me raconte les choses comme on me les raconte ? Et enfin, il faut quand même dire combien les comédiens sont exceptionnels. Déjà, moi, à titre personnel, bon, alors, Ariana Osborne fait un boulot formidable, un boulot d'expressivité. C'est une vraie question à quel point on joue les émotions, la peur, l'horreur, la colère, la révolte dans ce type de film. On n'est pas du tout, vous savez, dans ce cinéma de genre qui voudrait s'acoquiner avec de grandes idées sociétales et qui, du coup, essaierait de toujours jouer le ton juste, de ne pas trop en faire, d'être au bon endroit au bon moment. Enfin, vraiment, je trouve que Ariana Osborne, il y a des moments où elle est d'une intensité et d'un lâcher-prise absolument remarquable. Umi Myers, qui joue Peggy, est très bien aussi. Et puis, moi, je voudrais saluer un comédien dont on parle très peu. Il n'y a pas non plus une actualité délirante, mais qui était notamment en tête d'affiche de la série Black Sails, qui est Toby Stephens, qui est néanmoins toujours au bon endroit, qui sait vraiment, je trouve, mélanger série B et tragédie. C'est un comédien à la fois qui est très physique et très fin et assez redoutable. Bref, moi, c'est un film qui est imparfait, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je me permets juste d'intervenir parce que effectivement, je réalise maintenant que j'avais pas reconnu Toby Stephens. Oui, moi non plus. Je l'ai trouvé complètement, vraiment dans un registre totalement différent de ce qu'il peut faire d'habitude. Et pour les gens qui nous écoutent, qui situent pas très bien Toby Stephens, pour les gens de ma génération et tout particulièrement les fans de James Bond, c'est le méchant de Meurt un autre jour, le James Bond nanar du début des années 2000. Sachez pour l'anecdote que c'est le fils de Maggie Smith. Voilà, si vous ne le saviez pas, c'est le fils de Maggie Smith, Toby Stephens. Et une fois que tu le sais, tu ne vois plus que ça. Ah bah mais oui, effectivement, il est super dans le film. J'ajoute juste ce petit truc-là aussi, c'est que il nous arrive parfois de parler, et c'est un concept difficile à manier parce que très difficile à définir en fait, de la sincérité. Quand tu sens qu'une œuvre est sincère, c'est quoi qui fait cette sincérité, c'est quoi qui la définit. Et en fait, je pense que moi, je suis persuadé que ce film-là, justement, est un film qu'on pourrait qualifier de sincère, et c'est ce qui me touche chez lui. Et c'est quoi la sincérité au cinéma ? En fait, c'est quand tu ressens, c'est très personnel, très intime, mais quand tu ressens que chaque plan du film, du plus iconique au plus, je vais pas dire anecdotique, mais au plus secondaire, a été travaillé comme si c'était le dernier plan du film, comme si c'était celui-là dont le spectateur devait absolument se souvenir. Et là, pour moi, c'est
évident dans Marama, c'est-à-dire que, ok, il n'y a pas beaucoup de budget, on sait que le film va pas être très bien distribué, on sait que on travaille un peu pour la beauté du geste, bah justement, on va pousser le geste au max. Tout ce qu'on peut bien faire, on va le faire bien, on ne va rien laisser au hasard. C'est un film dans lequel il y a pas de faux raccords, il n'y a pas de problème de montage, il n'y a pas d'aberration technique, tout est parfaitement tenu, maîtrisé, et tu sens que Tarantoa Stappard, bah, ce projet-là, ça lui vient des tripes, ça se sent, il le tient du début à la fin dans la limite de ses moyens, et c'est très touchant en vérité. Moi, je vais juste mettre un tout petit bémol. Il y en a le film quelques-uns. n'est pas très bien raconté. L'histoire est un peu cousue de fil blanc. Donc, et c'est surtout, il faut se préparer à un film qui prend extrêmement son temps, malgré ses 1h20. C'est un film extrêmement lent, avec des plans lents, c'est-à-dire vraiment, c'est pas coupé juste après les dialogues comme ce que vous avez l'habitude de faire et comme ce que nous assène l'industrie américaine, c'est-à-dire avec vraiment, là au contraire, tout prend beaucoup son temps, tout est très étiré dans le temps, ce qui donne une certaine impression de pesanteur qui peut tout à fait séduire. C'est un peu une cure de désintox du montage Marvel. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est un peu ça. Moi, ça m'a fait penser à un autre film en négatif. En négatif, c'est-à-dire vraiment à l'opposé, pas en négatif dans le sens péjoratif du terme, qui traite aussi de cette question-là de manière extrêmement intéressante et radicalement différente. C'est un autre film qui vient de l'autre hémisphère, puisque c'est The Nightingale de Jennifer Kent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est un exact contrepoint. Et qui est un exact, voilà, qui est intéressant comme étant l'exact contrepoint de la façon dont Jennifer Kent traite aussi les ravages du racisme, du colonialisme et de la violence coloniale, pour le coup, sur place, dans un film d'époque également. Mais je trouve que les deux films se dialoguent l'un avec l'autre relativement bien. On pourrait s'imaginer que le contre-champ de The Nightingale, en gros, quand un pays, quand un peuple, quand un groupe décide d'oppresser et de détruire un autre, qu'est-ce qui se passe sur place et qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-pays? C'est quasiment, on pourrait quasiment les voir comme des champs et contre-champs du même sujet. Allez donc voir si vous avez l'occasion et s'il passe près de chez vous, encore une fois, parce que c'est une petite sortie. Oui, je me permets, juste avant que tu conclues, je me permets de préciser que le film n'a pas bénéficié de l'accès aux salles UGC. À Paris, je le dis pour les gens qui nous écoutent. Il y a un MK2 à Paris qui le diffuse en Le l'occurrence. MK de bibliothèque. Le MK de bibliothèque le diffuse, je crois qu'il est dans les cinémas Pathé, si je dis pas de bêtises, mais il n'a pas le réseau UGC, ce qui, on va pas se mentir, est dommage. Vu la qualité, ne serait-ce que plastique du film, franchement, c'est dommage que le réseau UGC lui ait fermé la porte, mais c'est comme ça, il passe dans quelques salles quand même, donc ouais, ne le ratez pas, c'est important. Marama de Tarantoa Stappard avec Ariana Osborne, Toby Stevens et Umi Myers. Et vous pourrez nous dire si vous êtes plutôt partir à l'autre bout du monde en quête de vos origines maoris ou vous contentez d'être une préparation culinaire à base d'œufs de poisson, de jus de citron, d'huile d'olive et de mie de pain. C'est sûr. C'était sûr. Bien sûr, bien sûr. C'était sûr. Évidemment. C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien. Alors, très bien. Il en reste un peu plus, est-ce qu'on vous le laisse déjà? Mais oui, on vous le laisse. Bah, forcément, cette semaine, quoi. Cette semaine, on peut faire 5 conseils culture par personne. Ouais, la semaine prochaine, en vrai, on peut faire que des recos culturels. On fait pas de film. Arthur. Oui, moi je vais vous parler d'un album qui sort, qui est disponible depuis le 24 avril, donc, qui est le nouvel album de Superpose. Alors Superpose, je vous en ai déjà parlé ici. C'est un musicien qui vient de la musique électronique. Mais il sort un album, le disque de ma mère, qui est un album, je dirais presque piano-voix, mais c'est pas exactement ça parce que c'est évidemment beaucoup plus travaillé que ça, mais je trouve la jeunesse très belle et je trouve les compositions sublimes. Pour la faire très courte, quoique, on a le temps, hein. Oh, vas-y. On a le temps. En 2019, Gabriel, de son prénom, pendant qu'il compose un album, tombe sur des textes qu'a écrit sa mère dans sa jeunesse. Sauf que, étonnamment, les textes qu'a écrit sa mère, c'est pas de la poésie, c'est pas du journal intime, c'est de la chanson, quand bien même elle ne vient pas du tout de la chanson, elle ne fait pas du tout de chanson. Il décide de s'approprier les textes, de voir s'il peut les mettre en musique. Ça va mettre 7 ans à vraiment éclore. Il s'associe avec... donc il a fait ça en collaboration avec sa mère. Attention, sa mère est encore vivante, elle a participé à la concoction de l'album, et en plus il mélange, si vous connaissez bien Superpose, il y a des chansons que vous allez peut-être reconnaître, notamment Song for Abel qui revient, etc. Et il collabore avec une artiste que je ne connaissais pas, qui s'appelle Blandine Rinkel, qui a peu ou prou la voix de Juliette Armanet. Donc voilà, c'est court, mais c'est très très beau. Et c'est assez joli parce qu'en fait, c'est l'émergence d'une autrice qui n'a jamais
popé et qui ne popera jamais, mais qui prend vie et dont on narre le fil de pensée de cette femme des années 80. Enfin, je trouve qu'il y a un geste là qui est vraiment joli, en plus d'un disque qui est vraiment très bien composé et qui fonctionne toujours aussi bien. Bon, écoute, j'ajoute une pièce dans la machine qui n'était pas prévue. En fait, je voulais attendre la sortie de l'album pour en parler, mais j'ai quand même envie d'en parler. Madonna Oui, Paul bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il sort quand l'album Bien sûr, je crois qu'il sort en mai, si je dis pas de conneries. The Boys of Dungeon Lane, ce sera le prochain album de Paul McCartney, parce que oui, il a 84 ans, il fait encore des disques. Il Et des m'énerve. tournées. Bah, comme Madonna. Et des tournées. Alors, elle a pas 84 ans. Pas loin. Pas loin, à 20 ans près. Je sais pas, avec la chirurgie, on voit Oui, c'est compliqué. Non, mais oui, donc il a sorti le premier single de ce nouvel album qui s'annonce comme un voyage introspectif dans ses origines de jeune homme de Liverpool. Le premier morceau, s'appelle The Days We Left Behind, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas un morceau parfait, on va être honnête. Notamment le travail de la voix. Bon, ça commence à se sentir que les ingé-sons poussent un petit peu la puissance vocale. Il n'empêche que c'est du Paul McCartney, quoi. Donc il y a des petits arpèges de guitare hyper mignons et c'est plein de bons sentiments et de mélancolie et de nostalgie et voilà, ça fait toujours plaisir de retrouver les artistes qu'on aime, même s'ils sont plus à leur prime. J'attends quand même d'écouter l'album quand il sortira, d'autant plus que ça a été teasé là dans les jours qui sont passés pour la première fois depuis la séparation des Beatles. Il a enregistré un morceau avec Ringo Starr. Oh. Voilà, donc voilà, ça va être un chouette moment de l'année et normalement peut-être une tournée européenne. En croisant les doigts. Tu l'as vu il y a 2 ans, même pas. Oui, mais je l'ai vu qu'une seule fois et c'est pas assez. MDR. J'ai terminé il y a quelques heures la lecture de mon premier livre, de mon premier texte par Sheridan Le Fanu. Alors, contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, il n'est pas du tout influenceur flamme-cuche, pas du tout. Sheridan Le Fanu, c'est un auteur irlandais du 19e siècle. J'avais encore jamais lu My Bad. Camilla. Oui, voilà, Camilla, qui est un des grand texte qui a quasiment inventé le fantastique gothique et qui a été une grande source d'inspiration pour le Dracula de Bram Stoker. Le vampire surtout, c'est un des premiers textes à l'origine du vampirisme. Bah évidemment, et j'avais jamais lu de Sheridan Le Fanu et j'ai découvert que 10-18, l'éditeur, avait réédité un texte assez court qui fait 180-190 pages à peine, qui s'intitule Le Baron hanté, qui est une variation autour du mythe de Faust avec un lac, un château gothique, des fantômes. Ça se lit super bien, quand bien même c'est du 19e siècle, c'est extrêmement accessible, vraiment, c'est un petit bonheur. Et puis, ça va vous faire sans doute, possiblement le même effet que moi, c'est d'avoir l'impression de découvrir, de redécouvrir quels sont les ingrédients de la littérature gothique, tout simplement parce qu'il fait partie de ceux qui les ont posés, cristallisés en tout premier. Vraiment, c'est facile à lire, c'est très beau, la couverture est super jolie et c'est en poche. Vas-y, Nico, improvise une ouais, mais en fait, j'allais, mais j'en ai une finalement. Allez, vas-y. Oui, Arthur, c'était une de tes recos il y a longtemps de ça, et je suis tombé dedans bien après, bien sûr, et là surtout, je suis dans la saison 2. Et donc, elle est vraiment bien ? Ah, c'est incroyable, c'est Step Up incroyable. Elle est mieux que la 1 ? Ah, mais ça va beaucoup plus loin. On vous parle de Jury Duty. Jury Duty, c'est une série que vous pouvez voir sur Amazon et qui est en fait un gigantesque prank, un canular organisé autour d'une seule personne. Dans la première saison, c'est une personne qui ne savait pas, qui était jury dans un procès, et sauf que tous les autres sont des acteurs et donc tout est scripté. Les autres jurés, les magistrats, tout le reste sont des personnes. On lui fait croire que tout est faux. On fait un documentaire sur ce procès, c'est pour ça qu'il y a des caméras. Enfin, genre vraiment. Voilà. Et donc tout ça est de la gestion de cette personne-là en temps réel, et donc on pousse les potards jusqu'à lui faire avaler des couleuvres de plus en plus grosses. La première saison est assez vertigineuse parce que là aussi c'est un niveau, ça joue beaucoup sur la gêne, le cringe et des dilemmes moraux, mais en même temps des dilemmes moraux où il ne faut pas non plus que le personnage principal soit mis dans une position de passer pour un salaud, parce que c'est quand même un truc un peu positif, mais néanmoins ça reste vraiment très très drôle. Vraiment, dans le premier d'ailleurs, il y a James Marsden qui joue son propre rôle, et une scène de piège à caca dans la salle de bain qui est quand même assez folle. Et donc dans la deuxième saison, c'est un company retreat, donc c'est un séjour de team building d'une entreprise de sauce piquante. Et ça va
beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'ils vraiment, ils ont monté le curseur de. Mais qui est pranké là ? C'est un type qui est censé être l'assistant du mec de la DRH et qui est donc censé l'aider à organiser les festivités. Sauf que le mec de la DRH, à l'issue du premier épisode, fait une déclaration et demande en mariage l'une des personnes de la boîte sans aucune raison. Il se prend un refus dans la tête, donc il quitte la retreat et le mec se retrouve tout seul à organiser et à gérer la boîte en fait et les festivités de la boîte pendant le reste du séjour. Attends, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Vraiment très, très drôle. Qui est pranké, je comprends pas. L'assistant du RH. Donc c'est une boîte qui existe vraiment. Oui, non, tout est faux. La boîte n'existe pas, rien n'existe. Tout est faux. Encore une fois, c'est comme pour le jury. Oui, il fait l'événementiel, il est là. C'est une fausse boîte. Tout est du pipeau. Et il pousse les limites de l'acceptable et du vraisemblable vraiment beaucoup plus loin. Okay. Je vous laisse ces surprises parce qu'il faut vraiment se laisser surprendre par ce qu'ils arrivent à lui faire avaler, mais c'est très drôle parce que ça beaucoup de sauce piquante. Voilà, beaucoup de sauce piquante et ça joue évidemment sur des comédiens qui sont des comédiens d'impro assez spectaculaires, qui sont obligés d'ajuster au fur et à mesure la blague, malgré le script qu'ils ont avec des options, etc. Et surtout, ce qui est très très satisfying, c'est que le dernier épisode, c'est le moment où, à l'avant-dernier épisode, on lui annonce que ce qu'il vient de vivre depuis, dans le premier 3 semaines, là, je sais pas combien de temps ça dure parce que je suis pas encore arrivé au bout, que ça fait 15 jours qu'il vit dans un truc qui ressemble quasiment à The Truman Show, en fait. Littéralement. Puisqu'il y a une seule personne qui ne sait pas quel est le héros et quelle est l'héroïne, enfin en l'occurrence c'est 2 mecs à chaque fois, le héros d'un gigantesque Et dans la saison, il le prend pas trop mal. Non, il le prend pas mal du tout. Mais alors que moi, je sais pas comment je le prendrais, mais donc voilà. Il faut qu'on te parle de ce que c'est vraiment ce podcast. Ah bon ? Comment ça ? Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour les actus, mardi pour notre film Patrimoine. Il sera question de marionnettes qui foutent les miquettes. Bye les amis et gloire au biopic. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, je dois. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.